la semaine de votre magazine Perfect Actu. Tous les plaisirs est pour moi de vous savoir toujours très nombreux à regarder cette émission de partout à travers le monde. Deux principaux sujets sont retenus sont placés au menu de cette émission. On va faire le point sur le retard constaté dans la paye des fonctionnaires et agents de l'État. Nous sommes déjà le 3 août aujourd'hui. Le mois de juillet a pris fin et les fonctionnaires ne sont toujours pas payés. Du côté de l'inspection générale des finances, on nous fait savoir qu'il s'agit de l'opération du nettoyage du fichier de la paye des agents de l'État qui a occasionné ces retards. Mais d'autres informations nous révèlent qu'il s'agit plutôt d'un problème d'insolvabilité du côté du gouvernement qui ne sait pas s'acquitter de ses dettes au niveau des banques commerciales, qui dit vrai et qui dit faux. On va essayer de décortiquer cette thématique au cours de cette émission. Le président de la CENI, Denis Kadima, a convoqué l'électorat pour les comptes de la députation provinciale, mais aussi des conseillers communaux, et les bureaux des réceptions et des traitements des candidatures sont déjà opérationnels depuis ce jeudi 3 août et ça ira comme ça jusqu'au 22 août. Entre-temps, du côté de l'opposition, il y a toujours des partis qui restent campés sur leur position de ne pas participer à ces processus. Est-ce que les élections auront finalement lieu dans le délai? On va essayer de réfléchir également autour de cette thématique. Je reçois sur ce plateau Jonathan Gbele, initiateur du parti politique Pour l'amour du Congo, proche de Martin Fayoulou. Bienvenue. Merci, cher Hervé, de l'opportunité. Bonsoir également à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent au travers de l'ère et même par les réseaux sociaux. Je suis heureux d'être compté parmi vos invités. Et en ce jour du jeudi du mois d'août, je crois que c'est le 3, Mhm. pour venir opiner, réfléchir et critiquer la gouvernance actuelle parce que depuis plus de 4 ans et demi, les actes de gestion posés par les citoyens Antoine ainsi que sa bande n'ont pas favorisé l'élan du développement de notre pays. Mais avant tout, je me dois de saluer mes aînés qui sont à ce jour victimes du pouvoir mercantile et dictatorial du citoyen Antoine. Là, je vois l'honorable Mike Nkebaïkoso, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, l'honorable Franck Diongo Chamba, le conseil spécial Salomon Eska de la Londa, ainsi que tous les compatriotes congolais, sans oublier mon aîné Milingano Barnabé, qui aujourd'hui payent de leur opinion politique, payent de leur constance politique et payent de leur engagement pour défendre le peuple. Comment allez-vous? Personnellement, je peux dire que ça va du point de vue sanitaire, mais lorsqu'un pays ou lorsque votre pays se retrouve agressé, lorsque les chaînes de commandement pour certaines cités et territoires échappent au contrôle de votre pays, on a de quoi dire que ça ne va pas. J'ai appris avec tristesse que les délinquants du M23 continuent dans la propension d'installer l'administration propre au Rwandais au niveau de la cité de Bunagana. Cette situation ne m'enchante pas. Voilà pourquoi je serai en mesure de vous dire que ça ne va pas. Je me réveille avec des tristes nouvelles, je m'endors avec des tristes nouvelles. Pourtant, l'État qui est censé protéger les les quatre coins de la République démocratique du Congo, ainsi que le territoire national, est défaillant. Très bien. On parle souvent politique, on parle souvent élection, mais aujourd'hui spécialement, on va entamer cette émission par une question qui concerne le social de la population congolaise. Vous le savez, comme moi, depuis, nous sommes déjà les 3 août et les fonctionnaires et agents de l'État n'ont pas toujours touché leur salaire pour les comptes du mois de juillet. Il y a la rentrée scolaire qui s'annonce et les parents ne savent même plus comment préparer la rentrée de leurs enfants. On ne sait même plus où est le début du mois au niveau des foyers. Et on nous fait comprendre du côté, je ne sais pas si je dois parler du gouvernement ou de l'IGF comme institution rattachée à la présidence, qu'il s'est fait actuellement une opération de nettoyage du fichier de la paye des fonctionnaires et agents de l'État. Est-ce que pour nettoyer ces fichiers, on a besoin de priver à tous ces parents de leur salaire qui constitue en fait leur droit? Je l'ai toujours dit plusieurs fois, et je crois que ceux qui ont l'habitude de me suivre vont bien évidemment confirmer que ce que j'ai toujours dit est vrai. Hmm.
L'amateurisme ainsi que la carence aux ressources intellectuelles de ces régimes ne font que nous accentuer dans l'élan de la commission des dégâts. Le mois écoulé, on a payé les 12, soit 3 jours avant la moitié du mois. Et nous sommes déjà le 3, les gens ne sont pas payés. Ça veut dire en clair que la question de la survie de ces différentes familles qui dépendent de ces fonctionnaires n'est nullement prise en compte par la gouvernance Loukonde. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'en écoutant les chargés de communication du régime, parce qu'il faut le dire, l'inspection est caractérisée par des communications populistes et des imputations graves. Vous parlez de l'inspection générale des finances? Voilà. Monsieur Jules... Ce n'est pas lui qui communique pour le régime. Voilà. On parle de ces non-paiements de salaire de fonctionnaires. Les fonctionnaires dépendent essentiellement du ministère de la fonction publique. Les ministères de la fonction publique qui, ensemble, avec les ministères du budget, de finances, ainsi que les gouverneurs de la Banque centrale, concourent à l'honorabilité de l'État dans ses engagements. Maintenant, tous ces services n'opinent pas, et M. Jules se permet d'opiner, et en opinant avec ignorance. Parce que, bien évidemment, sur votre plateau, je vais prouver que ce n'est ni parce qu'on nettoie les fichiers, mais c'est parce que l'État est insolvable. L'État est non conscient. L'État n'est pas prévisionnel. La paye de fonctionnaires obéit à une ligne budgétaire. Cette ligne budgétaire est préalablement établie pour lesquelles l'État, de par ses branches, notamment les régies financières, mobilise les fonds. Déjà, lorsqu'on arrive au mois de janvier, l'État conscient que M. Jules ne connaît pas, ou la gouvernance consciente que M. Jules ne connaît pas, prévoit ce qu'il doit en termes de budget pour payer au premier semestre, qui comptabilise les 3 premiers mois. Et lorsque l'État les fait, il prend en charge la question de la provision. Ça encore, M. Jules devait le savoir. Et lorsque l'État fait la provision, il est fait pour tout un semestre. Si aujourd'hui, les semestres s'écoulent sans que l'État soit en mesure de payer, c'est que l'État n'a pas fait de provision. Maintenant, si l'État n'a pas fait de provision, sur pied de quoi l'État a fait adopter un budget avec les coûts reprenant la situation de la fonction publique? C'est ça la grande question. Nous avons subi ça au premier semestre. Les gens ont reçu leur paye au 12e jour. Triste et déplorable. Nous arrivons au second semestre à son début. À son début. On vient vivre ces mêmes théâtres. On lié place de ces terres. Parce qu'il a produit plusieurs déclarations pour lesquelles les gens ont acquitté des gens qui concluent à sa non-sincérité. Il vient nous pondre cette déclaration qui énerve la fonction publique. Parce qu'aujourd'hui, ce sont ces mêmes fonctionnaires-là qui envoient les enfants à l'université. Ce sont ces mêmes fonctionnaires-là qui ont de loyers à payer. Ce sont ces mêmes fonctionnaires-là qui ont des enfants à envoyer à l'école. Si, par ta faute, la paye n'est pas effective, donc les fonctionnaires de l'État en RDC ne seront pas en mesure de faire une rentrée scolaire à temps. Parce que la conséquence est laquelle? Plus vous arrivez à faire votre rentrée scolaire en retard, plus vous achetez tout à un prix élevé. Déjà qu'ils sont sous-payés, avec les dollars qui détruisent la valeur vénale de leur salaire, et en plus on ajoute les retards. Alors,
dans ces débats, qui dit vrai et qui dit faux? Ou soit, d'abord, je vais reformuler ma question. Quel est cet organe de l'État qui a dans ses prérogatives la mission de s'occuper du nettoyage du fichier de la paye des fonctionnaires et agents de l'État? Est-ce l'IGF? Est-ce le ministère des Finances? Est-ce la Cour des comptes? Ou encore la direction générale de, comment on appelle ça, comptabilité ou trésorerie? Merci de la question. Il faut déjà préciser qu'en réalité, la question du nettoyage de ces fichiers de paye de fonctionnaires n'est pas une opération qui doit se faire de manière ponctuelle. Non, elle se fait de manière permanente, déjà. Et c'est là, depuis 2013. Ce n'est pas un fait nouveau. Non, et ça, M. Alinguette l'ignore. Et je l'apprends ici, que depuis 2013, il avait été décidé de mettre en place un comité de suivi de paye de fonctionnaires et agents de l'État. Après la bancarisation de la paye bien évidemment, des fonctionnaires. Et cette commission a pour autre mission de veiller à l'actualisation du fichier. Donc chaque mois ou chaque semestre, chaque trimestre, ces fichiers-là est actualisé. Maintenant, s'il faut considérer que pour ces semestres ici, on va les faire sans prévision, sans planification, c'est du désordre. Parce que les semestres tend à sa fin. Ou encore tend à son début. Et c'est bien évidemment à chaque début que l'on planifie. Et à cette question, nous serons très heureux d'attendre les ministres soit de la fonction publique, justifier le pourquoi de l'irresponsabilité de son État à honorer ses rendez-vous, ou même du budget et des finances. Curieusement, cette situation arrive quand? Arrive lorsque ceux qui prétendaient dans l'opposition être meilleurs dans la gouvernance arrivent. Les mauvais d'hier, payés au 20, au 25, rare au 27. Je me rappelle encore ici, même au Congo, à l'époque de M. Kirumba, déjà en son temps de Transco, les gens ont marché parce que leur salaire est passé le 27 au lieu du 25. Mais aujourd'hui, on arrive à épuiser le mois et on tend vers la moitié de l'autre mois. Donc la question du nettoyage n'est nullement de la compétence de tous ces ministères concurrentes. Mais c'est plutôt la commission qui est chargée de ce suivi-là. Et je pense qu'aux prochaines occasions, M. Key devait se taire. Parce qu'apparemment, il ne maîtrise pas la situation. Très bien. Vous l'avez dit tantôt qu'après la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État, 2 mesures ont été prises pour encadrer bien évidemment cette opération. Et parmi ces mesures, la première consistait à programmer de manière trimestrielle la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Et il a été décidé aussi de mettre en place un comité de suivi pour veiller à la paie des enseignants. C'est-à-dire que tous les 3 mois, le gouvernement alimentait déjà les comptes des agents et fonctionnaires de l'État. Et au cas où le gouvernement s'est trouvé dans une situation difficile qui ne lui permet pas d'alimenter les comptes des agents, le gouvernement recourait au prêt au niveau des banques commerciales. Alors, selon les informations en notre possession, le gouvernement, non seulement il manque des moyens pour payer les agents et fonctionnaires de l'État, mais il a aussi des dettes au niveau des banques commerciales, ce qui ne lui permet pas à ce jour de s'acquitter de son devoir de payer les agents et fonctionnaires de l'État. Comment vous analysez cette situation? Eh bien, c'est ce que j'ai toujours dit. Nous sommes gérés par les méchants. Si l'État arrive à être irresponsable à ces points-là, jusqu'à ne pas honorer ses engagements envers les banques, mais pourtant, c'est chaque jour que les cortèges du citoyen Antoine roulent avec plus de 24 gros cylindrés pour lesquels il faut payer les carburants. Pourquoi ne pas réduire déjà son charroi pour permettre à l'État d'économiser? Qui est ces fonctionnaires à la présidence qui est un PA à ces jours? Qui est ces fonctionnaires au palais du peuple qui est un PA à ces jours? Ou au Sénat? Ou même à la primature? Il y a peu, les sénateurs avaient accusé aussi 3 mois d'arriéré de salaire. Mais pourquoi pour leur cas on a résolu rapidement et pour les fonctionnaires on tarde à corps les pas?
Et s'il faut même entrer dans le fond, si l'État avait décidé depuis 2013 d'anticiper dans la provision. Et cette mesure est encore d'application. Voilà. Il y a même un décret quant à ça, je pense. D'approvisionner. Mais si l'État n'arrive pas à approvisionner maintenant, ça veut dire qu'en réalité, tout ce que ces gens nous ont vendu comme budget n'était que du leur. Parce que si réellement c'était un budget pour lequel les mobilisations ont été faites, ça veut dire que la situation d'approvisionnement ne devait pas souffrir. Mais si la situation d'approvisionnement souffre, ça veut dire en clair que quelque part, la sincérité a posé problème. Et si la sincérité a posé problème, c'est pour dire qu'en réalité, on ne maîtrise pas ce que l'on veut faire ou ce que l'on pose comme acte de gouvernance. Comment être calme après que plus de 3 jours, un fonctionnaire qui est venu matin pour rentrer les soirs pendant 30 jours, qui a traité des dossiers et n'est pas payé. Et son bailleur attend qu'il paye sa maison. La demande de fourniture est là pour les enfants. Et moi, je me questionne sur l'humanisme du citoyen. Est-ce que celui-là a un cœur? Est-ce que Loukonde a un cœur? Est-ce que Nicolas a un cœur? Est-ce que Bougie a un cœur? Parce que si ces gens-là avaient de cœur humain, en chair, ils pouvaient comprendre la douleur de ces fonctionnaires qui ne demandent rien d'autre, qui leur dû, parce qu'ils ont travaillé pour ça. Et moi, je pense que l'insolvabilité de l'État ne peut jamais entamer sur la prestation des agents. Très bien. Donc l'État doit apprendre à être sérieux et responsable. Alors si les mesures d'encadrement qui ont été déclenchées en 2013 pour superviser la paye des agents et fonctionnaires de l'État restent encore d'application, c'est-à-dire que les nettoyages du fichier de la paye des fonctionnaires et agents de l'État, c'est fait chaque trimestre. Or, le dernier trimestre pour l'année 2023, c'était au mois de juin, si j'ai encore si je ne me trompe pas. C'est le second semestre, oui. Oui. Alors, c'est-à-dire que le nettoyage a eu lieu au mois de juin. Alors, comment expliquez-vous le mois de juillet a pris fin, nous sommes au mois d'août, on n'arrive toujours pas à payer les agents et fonctionnaires de l'État? En réalité, c'est en fait ce que je disais dans Tam ici. Nous sommes simplement dirigés par des amateurs, des gens sans compétences ni profil. Parce que si, comme vous l'avez dit, l'instruction demeure et que les nettoyages arrivent avant, qu'est-ce qu'il y a pour que les nettoyages puissent entamer sur les provisions de comptes? Ce sont des situations totalement différentes. On peut bien approvisionner les comptes, on peut bien faire les nettoyages, ce qui veut dire qu'on payera, le dû rentrera dans le trésor public. Mais ne même pas payer, c'est là où ça blesse. Parce que ces gens-là ont travaillé. Ces gens-là ont donné de leur temps. Et le nettoyage est censé arriver avant. Pourquoi ne sont-ils pas payés? Voilà pourquoi je pourrais même être tenté de croire à votre thèse. Pour dire que l'État est insolvable. L'État a manqué de sincérité. Parce que l'État solvable, il aura l'argent pour payer. Et le trop perçu restera pour le trésor public. L'État sérieux, les banques lui prêteraient des crédits pour honorer ses responsabilités parce qu'après ils vont payer. Mais lorsqu'il ne sait ni s'approvisionner, il ne sait ni prendre un crédit, ça veut dire que l'État n'est pas sérieux. Mais comment expliquez-vous ces paradoxes? On nous vante tous les jours la mobilisation des recettes, on a atteint des chiffres jamais réalisés auparavant, mais il se pose toujours ces problèmes des paiements à temps des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Mais déjà dans le thème, il faut préciser. Tous ceux-là qui nous narrent, et à longueur de journée, la question de la mobilisation exponentielle de recettes, nous les appelons communément le communicalar. Bien évidemment, il y a une révélation qui fait état de leur manque de niveau.
Donc on peut dire aujourd'hui qu'ils disaient des choses qu'ils ne maîtrisaient pas. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas des niveaux. C'est pas moi, hein. C'est leurs différentes formations politiques. Mais aujourd'hui, lorsqu'il faut scruter, leur dire et les factuels, les faits maintenant, on se rend compte qu'en réalité, ils ont menti. En réalité, ils n'ont pas dit vrai. Parce que la vérité serait que l'État a pour une première fois un budget de plus de 10 milliards de dollars, ce qui fait que ces charges seront couvertes et il y aura même des réserves ou des reliquats. Mais pourtant, sur les faits, ça n'arrive pas. Avec un budget de 3 milliards, on n'a jamais été jusqu'au 12. Avec un budget de 5 milliards, on n'a jamais été jusqu'au 12. Mais comment avec un budget de plus de 10 milliards de dollars, on y va jusqu'au 12 sans payer, on y va jusqu'au 300 payer et les gens sont à l'aise comme ça. Si et seulement si on avait des honorables, des gens respectueux, ils poseront la question à ceux qui sont censés plutôt d'exécuter le budget. Dites-nous en clair, tous ces pourquoi vous avez reçu mission d'immobiliser et de les affecter pour les dépenses de l'État. Qu'avez-vous fait? C'est là où nous sommes. Et on conclut en croyant, et c'est pratiquement la vérité, que ces gens nous ont remplis de chiffres simples, sans être vrais. Ils sont dans l'incapacité de stabiliser le marché d'échange. Ils sont incapables de payer. Ils sont incapables de soutenir le projet vitaux de la République. En réalité, ils n'ont pas d'argent. Mais s'ils n'ont pas d'argent, pourtant ils ont un budget pour lequel ils sont censés mobiliser et commencer à exécuter ces budgets-là. Parce que nous sommes en train d'exécuter le budget 2023. Ils exécutent quoi? C'est pourquoi, moi je pense que ceux qui ont dit en son temps qu'en réalité, nous n'avons qu'un budget de 2 ou 3 milliards à peu près, avaient raison. Parce que pour comment un budget, arrivé au second semestre déjà, on a un problème d'exécution. On a un problème d'exécution au second semestre. Entre-temps, on parle des dépassements budgétaires dans certaines institutions du pays. Non, il ne faut plus suivre ces discours-là. Ce sont les gens sans niveau qui nous disaient ça en son temps. Parce qu'aujourd'hui, si réellement il y avait dépassement, chers frères, la fonction publique ne souffrait pas autant. Si seulement ce que ces gens-là racontaient sur différents plateaux de télé était vrai, nous n'aurons jamais reçu des dépassements autant des jours pour la paye des fonctionnaires. Donc, on conclut ensemble avec l'opinion, peut-être que vous allez refuser ça, que ces gens en réalité nous tronquaient, ils nous mentaient. Parce que la vérité, c'est que maintenant, avec tous ces dépassements budgétaires, avec toutes ces réserves de change, avec toutes ces maximisations des recettes, on ne pouvait pas avoir les impayements. On ne pouvait pas avoir les retards dans la paye. Mais si tous ces faits arrivent, c'est parce qu'en réalité, il n'y a pas de moyens. L'État est insolvable. Triste de le dire. Donc 16 milliards de budget, c'était un chiffre fantaisiste. Un chiffre imaginaire. Parce que si ce n'était pas imaginaire, à ces moments ici, ces fonctionnaires-là auraient reçu sa solde le mois. Parce qu'on parle de chiffres imaginaires, et que les Jules défendent, et tous ces communicants-là, aujourd'hui on est buté à ces faits-là. Nous ne sommes pas payés. Vos 16 milliards sont où? Payez-nous si vous avez réellement 16 milliards. Et attends. La maximisation des recettes au niveau de la DGI. Triplage. 2 points de presse. Des papiers ont été écrits ici. Des gens ont été envoyés à la télé pour communiquer sur ça. Mais la vérité, qui a toujours de courtes jambes, et voilà pourquoi il arrive en retard, est là. Nous aurons 6 semestres pour cette année. Au second semestre, nous avons pareil problème. Et pour les 4 semestres à venir. Monsieur Jules viendra vous vanter quelle excuse encore? Qu'on serait en train d'actualiser à nouveau? Qu'on serait en train d'extirper à nouveau? Mentez, il en restera un. La vérité est là. Alors, entre le communiqué de l'inspection générale des finances et certaines indiscrétions des quelques anciens membres du gouvernement qui ont été même à l'origine de ces programmes ou de ces programmes ou de ces mesures qui encadrent la paye des agents et fonctionnaires de l'État, qui dit vrai et qui dit faux? Il faut jamais croire à ce que dit M. Jules. Il faut jamais croire. Il faut jamais croire.
Il vous a dit ici qu'à l'aéroport, les gens détournaient. Les DG ou dehors, acquittés. Il vous a dit ici que dans 100 jours, on a détourné. Il n'est pas les parquets pour arrêter les gens. Non. Déjà, il faut dire que les commencements de l'action publique est le fait de ces rapports. Il a produit des rapports. Il a fait son rapport. Et que les juges ont estimé qu'il n'était pas suffisant en termes de preuves. Donc, il a fait des allégations simples. Moi, à la place de tous ces gens-là, ce serait des actions contre l'État et des dommages à intérêts colossaux. Mais vous comprenez qu'en réalité, de tout ce qu'il fait comme allégation, tant sur les actes de gestion posés par certaines personnes, la vérité, c'est qu'à la fin, il a toujours tort. Il vous a chanté Comimière ici, Comimière ici. Nous en sommes où? Il vous a chanté 100 jours, 100 jours. Nous sommes où? Il a chanté aéroport. Nous sommes où? C'est déjà un monsieur qui fait plus crédit parce qu'il a vexé dans les imputations gratuites et simples. Voilà pourquoi je pense qu'il faut plutôt croire à ceux qui ont eu à gouverner et ceux qui ont posé des jalons de ce que nous voyons aujourd'hui. En son temps, on ne pouvait pas payer à la banque. Et bien qu'elle est bourrée de beaucoup d'imperfections, nous constatons et nous condamnons. Il faut améliorer. Alors, doit-on considérer ces communiqués de l'IGF comme une stratégie d'apaiser les fonctionnaires et agents de l'État qui n'ont pas encore touché leur salaire? Ou vous pensez que c'est un moyen pour l'IGF ou pour le gouvernement de faire croire ou de faire voir à l'opinion qui s'est fait un travail de fond qui va dans le sens de nettoyer ce fichier de la paie des agents et fonctionnaires de l'État, question d'extirper toutes ces personnes fictives? Je vous ai dit ici que M. Jules était le communicateur de la gouvernance actuelle. Ça, je vous l'ai dit. Et je l'ai redit encore. Il joue à la tempérance. Il veut demander aux gens de se retenir parce qu'effectivement, les gens de la fonction publique ne vont plus continuer à tolérer pareille bêtise. Pour une première fois, on a accepté jusqu'au 12. Pour une deuxième fois, c'est le 3 aujourd'hui. On ne sait pas si on va aller au 20. Et pour éviter que ces gens se lèvent, il faille jeter dans l'opinion un mot qui peut apaiser. Mais ces mots-là viennent de qui? De celui qui déjà ne fait plus foi. Au vu de tous ces rapports incongrus et infondés. C'est vous qui le dites. Non, mais moi, je vous ai donné 3 rapports ici incongrus et infondés. Je vous rappelle ici que l'IGF, c'est la seule institution qui est chaque fois félicitée dans les différents discours du président de la République. Sans connaissance et sans raison. On les félicite sans les connaître et sans raison. Donnez-moi les rapports que lui a produits et que les juges ont confirmé que c'est vrai et les gens font la prison. Covid est inacquitté, dehors. Mais c'est quoi 100 jours, dehors. Mais la responsabilité d'Alingueté dans tout ça, c'est à quel niveau? C'est un OPJ. Je vous rappelle, pour les cas Covid-19, l'IGF a produit un rapport et ce rapport a été confirmé par la Cour des comptes. Vous savez, c'est-à-dire que la faiblesse ou l'inefficacité, c'est du côté de la justice. Je comprends que vous prenez parti et cause pour lui. Mais non, comment ça? Je vais vous éclairer un peu. Il ne me connaît même pas. Je vais vous éclairer un peu. Et c'est d'ailleurs mieux qu'il ne puisse pas vous connaître parce que c'est pas un gars fiable. La réalité sur laquelle l'inspection, c'est une institution d'audit. Et j'ai appris, moi, qu'un auditeur, c'est d'abord un gars soumis au devoir des réserves. Et cette institution devait être discrète. Mais j'apprends que désormais, ils ont des communicateurs. Première fausse route qui entame sur sa crédibilité. Deuxième fausse route. Ces rapports qui doivent être essentiellement destinés, 1. au ministre des Finances, qui est une des branches de sa tutelle. 2. à la présidence de la République. Mais ces rapports-là, nous le voyons dans les réseaux sociaux. Avant même que le procureur ne sache, on va déposer. Quand vous affirmez que vous allez déposer, sans déposer en amont, c'est pour dire quoi? Vous pouvez me voir, on va corriger, non? Les rapports sur la gestion de la ville de Kinshasa, à quel niveau? Les rapports sur la gestion de la ville de Kinshasa. Parce que les inspecteurs sont passés là. Qui nous éclaire là-dessus? Et le débat aura tout son sens. C'est ces rapports qui a conduit à la démission ou je dirais même à la révocation du ministre
des Finances, le ministère provincial des Finances. Sans une procédure judiciaire après. Est-ce que vous allez me dire que le procureur s'est abstenu de suivre ou il a analysé, il a trouvé qu'il n'y avait rien pour suivre? Donc tout ce que fait la justice en rapport avec les différents rapports, permettez-moi la tautologie, des travaux menés par l'IGF, vous pensez que c'est bon? Non, il faut plutôt dire que tout ce que la justice fait sur ces différents rapports, c'est parce que ces rapports ne sont triffés que de contre-vérités. Et lorsque la justice l'analyse, il se rend compte qu'en réalité, ces contre-vérités ne peuvent nullement conduire à la privation de liberté de personne. Revenons. Non, il faut dire à M. Jules qu'il a de l'avenir dans ces domaines-là. Mais qu'il se réserve des imputations et des déclarations aléatoires. Alors nous sommes, ça l'aiderait beaucoup. Jeudi les 3. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Demain c'est vendredi. Je ne vois pas le gouvernement s'acquitter de cette lourde mission ces week-ends. Sûrement on ira la semaine prochaine. Et ça sera déjà, je pense, les 8 déjà. 8. Est-ce qu'on doit continuer avec cette démarche? Est-ce qu'on doit continuer à imposer ces calvaires aux fonctionnaires, ou vous pensez qu'il y a mieux à faire? Déjà, il faut dire que l'État congolais aujourd'hui nous confirme la posture ou les dires que nous avons dit il y a plusieurs mois. L'État congolais n'est pas sérieux. Il a été autrefois, mais maintenant il n'est plus. Simplement parce que des amateurs sont dans la gestion. Vous savez trouver des bases. On vous dit chaque semestre, il faut prévoir ce que vous allez dépenser et les mettre de côté. Chaque semestre, il faut actualiser la fiche de paye. Mais lorsque vous ne les faites pas, les semestres s'épuisent, les gens ne sont pas payés. Nous allons conclure à quoi? Quelles sont les résolutions que nous allons nous dire? Le mois passé, les gens ont été payés les 12, les 13. Nous sommes au 4. La semaine prochaine, ça sera le 8, le 9. Est-ce que nous n'allons pas vivre à nouveau ces feuilletons pour lesquels les gens vont être payés les 12? C'est devenu pratiquement une habitude. Est-ce que c'est parmi les habitudes à soutenir? J'ai dit non. Parce que dans le code du travail, nous avons dit que les gens doivent être payés à la fin du mois. Nous n'avons pas parlé au début du mois prochain. Ça sort d'où ça depuis qu'Antoine est au pouvoir? Au milieu du mois prochain même. Au milieu du mois prochain. Ce sont des pratiques à condamner. Voilà pourquoi nous appelons une fois de plus à la vigilance de la population congolaise. De pareilles personnes, ils viendront pour avoir un nouveau mandat. Ils amèneront les chantres qui bien évidemment bénéficieront de biens détournés par l'État, qui vous achèteront des bassins et qui érigeront des ponts pour avoir des suffrages. Alors, les députés nationaux qui ont reçu mandat de défendre la population, de défendre ces fonctionnaires, c'est la coule douce en ces moments. Ils sont partis en vacances parlementaires en France, aux États-Unis, un peu partout à travers le monde. Très peu seulement sont restés ici. Alors, qui va sauver les fonctionnaires dans cette situation? Est-ce qu'il faut de nouveau exercer une pression? Parce que le ministre des Finances nous avait dit, il agit généralement sous pression. Avec les Kabakole, il a agi parce qu'il y avait pression des médias, des réseaux sociaux. Est-ce que les fonctionnaires doivent aussi exercer une pression dans les médias, sur les réseaux sociaux, pour obtenir ce qui leur revient des droits? Ou vous pensez qu'ils doivent aller ou déclencher peut-être des mouvements de protestation ou des grèves? Une gouvernance des émotionnels. Un dirigeant sérieux, il vous a dit que lui, il a été obligé d'exécuter parce qu'il y avait la pression sur les réseaux sociaux. Vous imaginez, jusqu'à violenter les textes qui existent. On a payé plus de 100 000 $ en mai. Mais aujourd'hui, voilà, s'il faille vraiment essuyer sur tous les efforts de plus d'une dizaine d'années consentis pour nous amener là où nous sommes, c'est pour que nous puissions avoir mal au cœur demain. Aujourd'hui, la vérité est laquelle? Nous pouvons bien mettre la pression sur les réseaux. Nous pouvons bien mettre la pression sur la rue. Mais les trésors publics n'ont pas de moyens. Parce que s'il avait de moyens, en réalité, il n'accepterait pas que ces discrédits soient de nouveau consentis pour une deuxième fois. Les mois passés, c'était le 12, nous sommes au 3.
Donc la réalité, c'est que nous avons un souci de gouvernance. Nous avons un souci des aptitudes. Il est vrai, j'encourage les bons syndicats de la fonction publique à œuvrer pour que cette paye puisse avoir lieu avant. Mais à ceux qui sont censés mobiliser et ordonner le paiement, on va leur donner quoi comme message? Devenez compétents? Ou agissez en temps et à temps réel? Je ne pense pas. Donc moi, je pense que la réalité ici, c'est que mon peuple va beaucoup souffrir. D'abord, comment ils se sentent? Vous êtes Premier ministre, vous êtes ministre des Finances, votre population n'est pas payée, et vous vous sentez très fier de rouler les carrosses. Hein? D'aller à des cérémonies de fête, manger et dormir. C'est pourquoi j'ai dit à l'entame ici, ces gens sont insouciants. Vous avez parlé de parlementaires. Même par une déclaration sur une de radio ou des télé de la place. Ils sont partis en vacances. Qui pouvait le faire? Maintenant, nous avons tout. Nous avons les réseaux sociaux. Et puis, ils sont partis en vacances en touchant les 3 mois de leurs émoluments. Vous imaginez un peu? Donc, la réalité, c'est que ils devaient en amont aviser ou alerter. Est-ce que nous avons encore des parlementaires capables de défendre le peuple? Il n'y en a pas. Actuellement, tous sont préoccupés par leur réélection. Qui va réélire ces gens-là? C'est ces mêmes peuples qui souffrent aujourd'hui. Papa, maman, ou votez sous bateau, État. Donc moi, je pense que la réalité aujourd'hui, c'est nous, peuple. Est-ce qu'il faut pousser les fonctionnaires à déclencher un mouvement de grève? Ils l'ont fait plusieurs fois. Ces gens sont incorrigibles. Cette gouvernance est incorrigible. Ils ne changeront pas. La fonction publique n'a pas organisé des grèves ici. Plusieurs fois. Mais pourquoi ils ne retiennent toujours pas quelque chose de leurs erreurs? C'est parce qu'en réalité, ils sont simplement pas habiles à résoudre des problèmes de gestion. Mais si on n'arrive pas à résoudre tous ces problèmes qui se posent aujourd'hui, on parle des impayements ici, on parle de l'instabilité du taux d'échange, on parle de la flambée des prix. Alors, à quoi servent tous ces conseils des ministres qui se tiennent chaque vendredi? Demain, c'est vendredi, ils vont encore se réunir. À quoi servent tous ces conseils des ministres? Vous savez, lorsque nous avons mis en place notre constitution, nous avons donné de prérogatives et de privilèges à certaines personnes. Et là, nous avons érigé comme organe décisionnel du gouvernement le Conseil des ministres. Mais posons-nous la question. Quelles sont les mesures déjà prises par ces conseils et qui ont produit des effets sur le terrain? C'est un souci. C'est un souci majeur pour lequel personne de cette gouvernance donnera de réponse. Plusieurs recommandations faites, plusieurs décisions arrêtées, mais sur le terrain, c'est toujours du fiasco. Et ils vont encore faire ça demain. Après-demain, ils iront encore le faire. Mais est-ce que la situation va changer? Je vous ai dit, nous aurons 6 semestres. En tout cas, si je ne me trompe pas, nous en aurons 6. Mais si déjà, au second, il y a un souci, et qu'adviendra-t-il pour les restes? Voilà pourquoi je pense qu'il est grand temps que nous nous levions comme peuple et que nous décidions de notre avenir par une révolution intellectuelle. C'est-à-dire? Le peuple devait prendre conscience que s'il ne réclame pas, personne ne réclamera à sa place. Au 3, tu n'es pas payé. Les mois passés, tu es au 12. Donc, il commence à t'habituer à ces pratiques qui, du reste, est condamnable. Il y a la rentrée scolaire qui s'annonce déjà. Non seulement la rentrée scolaire, il y a les loyers à payer, il y a des ventres à nourrir, il y a des vies à préserver par des soins de santé. Un fonctionnaire qui a un parent malade, un enfant malade, pour lesquels l'hôpital demande de moyens, il n'est pas payé, il fait comment? Il fait comment? Pourtant, il a travaillé pour avoir ces paiements-là. C'est un autre souci. C'est vraiment un autre souci. Dans des états sérieux beaucoup plus corrects, un fonctionnaire, on les respecte. Un fonctionnaire, on les considère. Un fonctionnaire, on les choye, comment on appelle ça? J'oublie le mot là. On les chouchoute. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui que l'économie prospère. Mais lorsqu'on néglige, lorsqu'on abandonne, lorsqu'on sabote un fonctionnaire, ça veut dire qu'en réalité, on ne sait pas ce qu'on veut. Et ce que l'on veut, c'est peut-être voir sa population mourir.
C'est peut-être le souhait de la gouvernance actuelle. Dans cette situation, est-ce que nous devons parler de la mauvaise foi ou nous devons parler de l'incompétence? Parce que vous les connaissez, que 5 millions de dollars ont été décaissés pour nourrir les athlètes qui séjournent ici dans le cadre de ces 9e Jeux de la francophonie. Alors comment on trouve 5 millions pour nourrir 2500 personnes et on n'arrive pas à payer les militaires, les policiers, les enseignants, bref, les fonctionnaires. Ceux-là qui font vivre même l'économie du pays. Ceux-là qui nous sécurisent. Je suis étonné d'apprendre que c'est 5 millions. Et pourtant, j'ai suivi l'athlète Magache qui dit qu'elle n'a pas bien mangé. Et qu'avez-vous fait de ces 5 millions-là? Vous avez acheté quoi? Parce que les athlètes, certains n'ont même pas pu compétir parce qu'ils ont perdu des kilos, parce qu'ils n'ont pas bien été alimentés. Essayons d'être sérieux. Essayons d'être sérieux. Essayons vraiment d'être sérieux. Si on n'est pas en mesure de prendre soin de sa propre population, est-ce qu'on sera en mesure de le faire pour des étrangers? J'ai dit non. J'ai dit non. La provision, les réserves, tout sert à quoi? Si et seulement si elles ne servent pas à payer le fonctionnaire de l'État, à exécuter le projet de l'État et à soutenir l'administration de l'État. Donc en réalité, moi je pense que nous n'avons pas cet argent-là. Et même les 5 millions là, je crois qu'elle est fantaisiste. Comment ça? Mais la Madgache vous a dit qu'elle ne mangeait pas. À satiété. Ses copains ont perdu des kilos. Voilà pourquoi ils ont été moins performants. 5 millions ont été donnés à un restaurateur français à ton prix. Non mais à 5 millions, mais il ne peut pas. Il n'arrive pas à faire manger. On fait quoi? On fait quoi? Très bien. Alors la solution dans tout ça? C'est la prise de conscience de la part des fonctionnaires de mon pays. Là, je m'adresse particulièrement au bon syndical. Vous êtes le voix et le porte-étendard des fonctionnaires de la RDC. Défendez leur cause. Et nous allons vous soutenir, nous vous accompagnons déjà. C'est ça la solution. Parce qu'à ceux qui gouvernent, je n'ai pas de solution à leur proposer. Ils ont la clé, ils ont les signatures, ils ont les droits. De 1, mobiliser les ressources, gérer les ressources et affecter le fonds. À celui-là, on ne conseille pas, on oriente. Pour lui dire, voilà, les priorités peuvent être les routes, les priorités peuvent être l'éducation, peuvent être la fonction publique. On oriente. Mais on ne conseille pas. Très bien. Rapidement, on va parler élection. Mais avant cela, il y a quand même un sujet qui défraie la chronique. C'est ce qui se passe à Lubumbashi. C'est cette guerre entre les jeunes de l'UNAFEC et le gouverneur Jacques Kiaboula, qui est aussi accusé dans les dossiers vol des minéraux au niveau des Tekefunguru. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais déjà, il faut dire que c'est un dossier qui préoccupe parce que si on ne gère pas bien la situation, on risque de tomber sur le coup de ce que l'on a vécu en 2021 avec les inciviques de la plateforme au pouvoir qui ont érigé Base Bilanga, vous allez vous rappeler, et qui ont perçu légalement les impôts et taxes sous la barbe impuissante de l'État. Et ça continue encore. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit sous la barbe impuissante de l'État, parce qu'à ce jour, personne n'est condamné et personne n'est devant la justice. Et avec cet allure, nous pensons que c'est fait à dessein. C'est fait à dessein d'entretenir ces genres de violence dans le poche de la République. Parce que vous allez constater à Kinshasa également, il y a le voyou de ce qu'on appelle progrès ou je ne sais quoi, qui sème terreur et désolation au niveau de l'ozone. Et personne ne réplique pour remettre l'ordre là-bas. Très bien. Et avec ce qui se passe dans le Haut-Katanga, je pense qu'il est grand temps que le nouveau commissaire général de la police, ainsi que ceux de l'armée, de s'atteler sur la question et essayer de rétablir la paix et bien évidemment établir les responsabilités aussi. Parce que lorsqu'on parle de vol des minerais, c'est quand même une situation grave parce que ce sont des moyens qui sont dilapidés comme ça, qui sont volés. Il faut on ne sent pas la pression de la justice sur ça. Mais votre justice, là, elle choisit des dossiers à s'intéresser. La justice s'intéresse lorsque c'est Moukebaï. La justice s'intéresse lorsque c'est Milingagno. La justice s'empresse même lorsque c'est Kabound. La justice s'empresse lorsque c'est Salomon. Mais lorsqu'on parle de l'appel au racisme proféré par Moniré, votre justice fait quoi?
Il y a d'ailleurs un fait. Lorsqu'on parle de l'appel au tribalisme fait par les citoyens, toi, en parlant des matchs, votre justice fait quoi? Il y a d'ailleurs un fait. Les députés Crispin Mbindoule, je crois, qui venait d'être promu PCA du cadastre minier, les députés élus sur la liste UNC. Il a quitté l'UNC. Et il a fait savoir que la raison de sa démission s'explique par le fait que Vital Kamerhe serait des connivences avec le Rwanda. Mais on n'a pas vu ces députés être interpellés. Un fait clair. Moins encore l'accusé. Un fait clair. Et pourquoi la justice ne se saisit pas d'office? Parce que j'ai appris en droit que le juge peut faire ses saisures d'office. Et lorsqu'il y a des faits avérés, parce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner. Il ne l'a pas dit pour plaire à quelqu'un, il l'a dit parce qu'il pense avoir de faits. Pourquoi on ne l'invite pas? Pourquoi on ne l'invite pas? C'est en fait ça la réalité. La justice de mon pays est désormais politiquement orientée. Il agit au sol de plus fort. Lorsque le plus fort dit, c'est ce qui est fait. Lorsque le plus fort décide que Kaboun soit en prison, il l'est. Lorsque le plus fort décide que Mukeba reste en prison, il l'est. Lorsque le plus fort décide que Bilinga reste en prison, il l'est. Mais lorsque le plus fort décide également que Kabouya soit dehors, il est dehors. Lorsque le plus fort décide que Mukoko soit dehors, il est dehors. Donc moi, je pense que c'est ça la réalité. Nous ne pouvons pas espérer compter dans la justice. Mais voilà pourquoi j'invite, moi, la police qui est censée nous protéger nos biens et l'armée qui est censée protéger nos territoires à sa télé pour bien évidemment ramener la paix entre ces différentes couches de la population de mon pays. Très bien. La machine électorale est en marche. La CENI a révélé qu'il a enregistré 25 000 candidats députés nationaux et elle venait de convoquer hier l'électorat pour les comptes des députés provinciaux mais aussi les conseillers communaux. Pour une première fois, selon les présidents de la CENI, c'est aussi un fait avéré. Pour la première fois depuis 30 ans, les Congolais vont voter les conseillers communaux. C'est quand même un geste à féliciter. Vous savez, un amateur ne peut pas être félicité. Parce que son amateurisme... Un amateur qui vous permet de voter pour la première fois après plus de 30 ans. Les conseillers communaux, cher Jonathan. Non, il faut dire un amateur qui nous permet de voter dans des conditions acceptables et avec des élections à la gangstériste. C'est ça la réalité. Parce que je vois pas comment expliquer. À la clôture, on vous dit nous avons 20 000 candidats. Avec une déclaration, même sur une radio de la place. Quelques jours après, on parle de 20 000 candidats. Voilà. Quelques jours après, on vous parle de 25 000. Monsieur, vous êtes sérieux ou pas? C'est le chiffre exact maintenant. Non. Et moi, je vous dis qu'on va évoluer. On va évoluer. Retenez ce que je vous dis. Si on va encore évoluer, on sera au-delà des 25 000. Parce que je connais les joueurs et son jeu. Un amateur est dans les tâtonnements. Et les tâtonnements produisent beaucoup de chiffres. Et les chiffres sont contestés. C'est ça la réalité. Mais lorsqu'on parle de la convocation, oui. Parce que j'ai appris aussi que c'est une des techniques pour gagner de l'argent. Comme ils n'ont pas de moyens pour organiser les élections, il faut que les gens payent la caution pour permettre à l'État de financer les élections. Ça, j'ai appris aussi. Mais la réalité, c'est lesquelles? Nous voulons bien des élections. Nous l'avons dit plusieurs fois. Nous sommes déterminés pour aller aux élections parce que le citoyen Antoine doit partir. C'est une priorité, une urgence nationale de le mettre dehors. Ça, c'est vraiment pour nous une détermination. Mais les personnes qui vont jouer à l'arbitre de cette compétition déjà posent de sérieux problèmes. D'abord du point de vue compétence et aussi du point de vue acte de gestion. Vous savez que cette centrale-là a tout type, je ne sais pas si vous appelez ça département ou organe, qu'on appelle secrétariat technique, qui gère tout ce qui est déchets techniques, tout ce qui est problème lié à la technicité. Mais on nous a pondu des cartes d'électeurs. J'ai plusieurs fois parlé de ça, mais je vais revenir encore. Avec des erreurs. OK. On va encore plus loin. On vous dit non, on va vous produire des cartes d'électeurs en duplicata. Quand est-ce qu'on produit des duplicata? C'est lorsqu'il y a perte. Et il y a même un frère qui me faisait rire. Il dit, moi, je n'ai pas perdu ma carte. J'ai simplement perdu les écrits sur ma carte. Sur pied de quoi on va me donner une nouvelle carte? Parce que je n'ai pas perdu ma carte. Si effectivement, si les QR codes la valent, je peux garder ça. Les jours des élections, je viens avec les QR codes, ils scannent les QR codes et mon identité va apparaître. Mais si et seulement si on décide de me donner une nouvelle carte, ça veut dire qu'en réalité, même le QR code là ne sera pas trouvable. Le code peut être là, mais vous oubliez que ces cartes d'électeurs nous servent aussi comme carte pour identité. Mais je sais aussi que pour délivrer un duplicata, il faut avoir perdu. Voilà pourquoi la condition, c'est même faire une déclaration de perte de pièces. C'est fait ça la réalité. Maintenant, ils sont en difficulté.
Est-ce que les personnes qui vont se présenter ils doivent produire l'attestation de perte ou ils viendront avec leur ancienne carte sans photo? Là encore, on ne vous donnera pas de réponse. La personne qui enrôle est censée regarder celui qui vient pour l'enrôlement. Mais ils vous disent comme ça qu'on a enrôlé 3 millions de mineurs. Vous avez la latitude de le voir et de constater qu'ils sont mineurs pour leur demander de répartir. Mais si vous avez accepté de les enrôler en étant mineurs, ça veut dire que vous avez cautionné l'enrôlement de mineurs. Ça, c'est encore un acte de gestion qui prouve à suffisance qu'ils ne sont pas compétents. Donc moi, je pense que la réalité, c'est que mon peuple devait se préparer. Parce qu'avec ces gens, nous ne pensons pas avoir de bonnes élections, et surtout des élections même de rassurer tout le monde. C'est quoi l'alternative alors? Parce qu'il n'y aura pas de bonnes élections selon vous. Que l'on audite les fichiers, que l'on revoie le bureau. C'est déjà dépassé. C'est révolu même cette question. Non, la question ne peut pas être révolue parce que les 5 mousquetaires n'ont pas en réalité audité les fichiers. Ils ont plutôt confirmé un rapport préparé par celui qui les a nommés. Ça fait ça la réalité. Mais lorsque nous demandons que l'on audite, c'est parce que nous sommes rassurés qu'il y a encore des personnes qui ne devaient pas être là mais qui sont là. Et si on veut aller loin pour le démontrer, pourquoi refuse-t-il d'afficher les listes des enrôlés par bureau? C'est encore notre souci. S'ils les font, nous serons en mesure de dire, ok, ça va, vous n'avez rien à cacher, c'est bon. Mais s'ils ne les font pas et qu'ils persistent dans l'élan de ne pas les faire, ça veut dire qu'en réalité, ils ont un souci. Un souci, c'est de nous cacher la vérité. Et ça, nous ne sommes pas prêts à céder. Bref. Les élections, nous la voulons, mais nous voulons de bonnes élections. La CENI a ouvert depuis ce jeudi 3 août les différents bureaux de réception et de traitement des candidatures afin de permettre à vous, candidats députés provinciaux et conseillers communaux, d'aller déposer vos dossiers. Qu'est-ce que vous en dites? Je l'ai toujours dit et je l'ai même dit récemment. Mon parti politique, l'EPAC, est encore en train de réfléchir sur cette question. Bien qu'évidemment, nous accompagnons la vision et le combat politique du président Martin. Et en cela, un certain nombre de décisions doivent être prises avec beaucoup plus de conscience et de réflexion. Est-ce que ce n'est pas déjà tard pour vous? Dans la vie, moi j'ai appris qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Et nous pensons que dans les jours à venir, peut-être que nous aurons à réagir là-dessus. Mais pour le moment, nous attelons d'abord aux dires et recommandations du Monsieur le Président de la République. En attendant, vous n'allez pas déposer vos dossiers. Vous avez dit que ça court jusqu'au 22. L'EPAC est en train de mûrir là-dessus. Parce qu'il faut le dire, comme parti, nous devons vivre. Comme parti, nous devons agir, nous devons poser des actes. Et nous le faisons avec conscience. Nous le faisons avec conscience. Alors, pour la première fois depuis plus de 30 ans, cher Jonathan, ça c'est quand même un fait à féliciter. Les Congolais auront la possibilité d'élire des conseillers communaux. Chose qu'on n'a jamais vue depuis qu'on a commencé à organiser les élections en 2006. Vous savez qu'une élection ça a été toujours repris dans le calendrier, mais au fini... Vous savez qu'une élection ne dure qu'une seule journée. Et si déjà il faut voter 2 bulletins pour la présidentielle et législative, et on ajoute un troisième, ça veut dire qu'un candidat va faire peut-être 8 minutes devant la machine. Et s'il y en a 300 par bureau de vote à recevoir la journée, l'amateur ne fera qu'exposer son amateurisme. Nous allons le voir à l'œuvre. Voter, c'est une chose, mais mieux voter dans les bonnes conditions en est une autre. Donc nous pensons, nous, que c'est bien comme vous l'avez dit là, que nous puissions voter les conseils communaux. Mais nous allons les voter dans quel contexte, dans quelles conditions? Très bien. On a terminé l'émission, cher Jonathan. La caméra est devant vous, 10 secondes. Votre dernier message au public et on va se séparer. Merci à vous de l'invitation. Merci également à nos nombreux compatriotes congolais qui ne cessent de nous suivre et nous encourager. Nous n'avons que pour combat votre bien-être. Nous n'avons que pour leitmotiv votre survie. Nous n'avons que pour détermination un meilleur Congo pour tout le monde. Merci. Merci, cher Jonathan, de votre disponibilité. Je vous en prie. Fin de cette émission. Grand merci à toute l'équipe technique. Grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes. On se retrouve demain vendredi pour boucler la semaine. Au revoir.